Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver après beaucoup de temps écoulé puisque je me trouve seule pour la première fois depuis 2 mois je pense. Euh, alors j'avais plein de projets de vidéos à tourner, notamment un vlog de thèse, notamment un nouvel épisode de ma petite série qui s'appelle Feuilleter la poésie. Mais du coup je vais pas spoiler, je vais pas dire de quel recueil il sera question. Et il faut que je termine aussi mon vidéo-poème adaptation d'un poème de Frédéric Soumagne. Poème qui a été proposé par Juliette Cortez dans le cadre du hashtag Un poème 2 qui consiste entre littératubeurs à proposer différentes adaptations d'un même poème. Très chouette à faire. En fait, ça me rappelle... Après, j'arrête de digresser. En fait, ça me rappelle. Il y a 10 ans, j'avais posté un topic sur mon forum d'écriture avec un extrait du livre de la pauvreté et de la mort de Rilke et en demandant aux gens comment ils le lisaient et de s'enregistrer parce que je voulais voir les différentes lectures. Personne n'avait fait à l'époque, je pense qu'on était encore trop pudiques de nos petites voix. Mais voilà, c'est une question qui me taraude depuis longtemps et c'est quand même... Enfin, l'adaptation, ça permet d'avoir accès quelque part à des différences de lecture. Même s'il faut pas se mentir, enfin, pour l'instant, les 2 trucs que j'ai fait ça avec L'Ode au sang menstruel de Sharon Olds et un poème d'Andrea Zanzotto. Et en fait, on se laisse aussi guider au moment de la réalisation du vidéo-poème, c'est-à-dire que c'est pas forcément les images qu'on pouvait avoir en tête au moment de la lecture, de la première lecture en tout cas, et c'est même pas forcément les intonations qu'on a quand on lit au doigt. Voilà. Enfin bref, cette vidéo, ça va être du booktube, parce que pourquoi pas, ce soir, j'avais envie de me laisser guider par ça, et de vous parler de mes lectures estivales. Donc j'ai fait des gros tas avec les bouquins que j'ai lus cet été. Ils y sont pas tous, parce que j'ai découvert dans le village de montagne où je suis là, où je viens depuis mon enfance, que depuis 4 ans, il y avait une boîte à livres énorme, et je l'avais jamais vue, parce qu'elle est super mal indiquée. Et du coup, j'ai fait un petit peu un turnover de bouquins, donc j'en ai amené beaucoup qui traînaient ici depuis des lustres et que plus personne ne lisait. J'en ai récupéré beaucoup, puis certains que j'avais récupérés, je les ai remis à nouveau. Donc j'ai pas tous les bouquins entre les mains et j'ai pas non plus 3 Guinées de Virginia Woolf, dont j'ai fait la splendide découverte cet été, mais que mon copain m'a piqué du coup. Voilà. Du coup, j'ai pas tous les bouquins, mais c'est pas grave, je vais en parler rapidement. Il y a 2 gros types de lectures, les lectures professionnelles. Donc ici, essentiellement des lectures que j'ai faites pour accompagner mon élève de cours particulier, qui est lycéenne, et qui rentre en terminale cette année. Donc elle avait des lectures pour la philo et pour son programme de littérature anglaise, puisqu'elle est dans un espèce de cursus binational. Donc voilà, j'ai mis tous les livres en tas dans un ordre, dans le désordre le plus complet, et je vais commencer maintenant. Alors, comme par hasard, c'est trop marrant. Sur la pile, il y a les 2 livres que j'ai fait tomber dans le pain, qui étaient l'un sur l'autre. Donc, ces 2 bouquins-là. Celui-là, ça se voit pas trop, ça va. Il est juste un peu gondolé, là, on voit. Donc, ça, c'est un de ceux que j'ai trouvé dans la boîte à livres, Continuer, de Laurent Mauvigny, que je n'avais jamais lu. Puis bon, je vois souvent son nom en librairie, c'est chez Minuit. Valeur symbolique ajoutée. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Lisons ce super bouquin, paru en 2016. Alors, c'est vraiment un livre qui m'a agacée. Je vais dire des trucs super méchants, donc si vous adorez Laurent Mauvigny, sautez. Mais ça m'avait vraiment fait l'effet du bon élève de la littérature contemporaine. Il y a tout ce qu'il faut pour faire littérature contemporaine. Tout. Il y a à la fois le réalisme social, donc c'est-à-dire ici une mère fraîchement divorcée qui a du mal à gérer son fils qui fait des bêtises, et la mère, elle est en peignoir le soir, elle boit des bières, elle est triste, elle est dépressive, et tout ça est très très bien rendu, mais terriblement irréel en même temps, parce que les choses ne sont jamais subjectivées comme ça. Et à la fois le côté un peu plus fantaisiste, parce qu'elle décide de partir au Kazakhstan avec son fils à cheval pour le sauver spirituellement.
Et on a à la fois le point de vue du fils qui trouve que sa mère est une sale bobo New Age, et à la fois le point de vue de la mère qui est beaucoup plus premier degré. Donc ça aussi, c'est assez virtuose d'avoir cet entremêlement-là. Et puis on a une espèce de variabilité formelle entre des très 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 longues phrases assez lyriques quand on est dans les descriptions de la nature, et des phrases aussi sèches et tout ça pendant les moments de réalisme social. Et je sais pas comment dire, c'est bien écrit, enfin oui, il n'y a rien à dire. La veille, Samuel et Sibylle se sont endormis, avec les images des chevaux disparaissant sous les ombelles sauvages, et dans les masses de fleurs d'alpage. Les parois des glaciers, des montagnes, les nuages cotonneux, la fatigue dans tout le corps et la nuit sous les étoiles sur le sommet d'une colline formant un replat idéal pour les deux tentes. Et puis au réveil, lorsque Sibylle sort de sa tente, une poignée d'hommes se tient debout et la regarde. Je sais pas comment expliquer. C'est à la fois parfait et à la fois pas intéressant. Voilà, c'est vraiment un bouquin. Alors je pense que j'ai tellement été agacée par ce portrait de la quarantenaire divorcée, dépressive, alcoolique, et terriblement touchante en même temps. Ça m'a agacée. Voilà, ça m'a vraiment agacée. Je pense que ça remet tout le temps aussi... Je trouve que c'est terriblement délicat d'écrire des femmes de 40 ans et plus. Voilà, c'est délicat. Et je trouve que Mauvigné a raté. Ça m'a déprimée en fait. Peut-être que si ça m'a déprimée, c'est parce que c'est un peu réaliste, mais je crois pas. Je préfère infiniment la Madame Chotard-Lagréou de Gaden. Ou l'héroïne de Tokarczuk sur les ossements des morts. Enfin bref, ça m'a pas plu. Voilà, ça m'a pas plu. Mais je suis contente de l'avoir lu quand même. Et puis franchement, il y a des passages très beaux. Voilà, j'aime bien. Oui, il y a des passages de chevauchée qui sont très beaux. Notamment une espèce de pièce maîtresse où les deux chevaux sont en train de s'enliser dans un espèce de marécage et ça halète pendant quelques pages. On ne sait pas si on va s'en sortir ou pas. On s'en doute quand même un peu, mais ça c'est quand même réussi. Alors l'autre livre que j'ai fait tomber dans le bain, en fait, je viens de le faire tomber dans le bain. C'est l'un des tomes des chefs-d'œuvre de François Mauriac. Et en fait, c'est un adolescent d'autrefois. J'aime bien ces espèces de livres un peu cheap, faux beaux livres, parce que c'est écrit gros. Par contre, vraiment, les illustrations sont immondes. C'est horrible. J'ai rarement vu des illustrations aussi littérales et en même temps moches. Voilà, donc un adolescent d'autrefois, c'est marrant parce que j'ai aussi lu un petit roman de Mauriac plus tôt dans l'été que j'ai ramené à la boîte à livres et qui s'appelle Le Sagouin et qui m'avait énervé aussi. J'ai de moins en moins de patience avec les bouquins parce que je trouvais qu'ils servaient à rien. Enfin, vraiment je me suis dit quand j'ai refermé le livre, mais pourquoi j'ai lu ça? Je suis pas forcément une utilitariste en lecture, voilà, mais quand même, j'avais eu l'impression de lire un exercice de style. Là, un peu moins. Donc je me suis souvenu que parfois j'aimais bien Mauriac quand même. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, ce que j'aimais bien, c'est le côté pas follement original, mais... Donc désolée, j'ai été interrompue, j'étais en train de dire que ce bouquin de Mauriac... Enfin, ce que j'aimais bien, c'est vraiment cette espèce de motif du jeune adolescent bourgeois... qui est très croyant, très chrétien, mais qui a du mal avec l'église, et qui s'entretient avec son meilleur ami qui est un télo comme lui, et qui est un peu reclus, mais en même temps il est bourgeois. Et puis à un moment il va monter à Paris. Et puis c'est marrant parce que c'est un bouquin qui cite beaucoup de littérature, et évidemment c'est un grand fan de Balzac, et de son Lucien de Rubempré, même s'il espère ne pas finir comme lui. Voilà. Voilà, c'était sympa, ça se lisait bien. Je n'en suis qu'à 2 bouquins. Ah oui, j'ai beaucoup lu cet été des romans d'Henry James et Edith Wharton, et en me disant, c'est marrant que je les associe, c'est peut-être un espèce de préjugé, c'est à peu près la même époque, 2 romanciers américains, et ces 2 romanciers américains aiment bien dépeindre
les mondes de la haute bourgeoisie cosmopolite des Américains et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient très amis, qu'ils avaient entretenu une longue correspondance. Edith Wharton était quand même beaucoup plus jeune, donc il me semble dans ses premières lettres, elle appelait maître et tout ça. Enfin, il y a un peu ce truc-là. Mais après, elle a été assez critique d'ailleurs avec son œuvre, qu'elle trouvait vraiment trop intello. Et donc, bref, j'ai lu La mort du lion. Et j'ai découvert un Henry James que je ne connaissais pas, c'est-à-dire un Henry James extrêmement caustique. On rigole, mais on rigole contre les gens, pas avec. C'est un rire sarcastique. Et donc La mort du lion, c'est un motif qui revient souvent chez Henry James. En fait, il y a beaucoup de personnages d'écrivains chez Henry James. Et là, c'est l'histoire d'un écrivain vieillissant qui a des problèmes de santé. Et il y a un jeune journaliste qui veut écrire un article à propos de cet écrivain. Et puis en fait, quand il arrive devant l'écrivain, qu'il vénère par ailleurs, mais qui n'est pas connu à ce moment-là, il va devenir son secrétaire, quoi, peu à peu. Et à ce moment-là, cet écrivain de fiction qui s'appelle Neil Paraday, va connaître un espèce de bref succès dans des milieux très mondains, très riches et pseudo-cultivés, qui évidemment ont à peine lu son bouquin. Et là, il va être un peu soumis au charme de la vie mondaine et son jeune secrétaire va vouloir l'en protéger parce qu'il est de santé fragile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent des narrateurs très ambigus chez Henry James, ou en tout cas des procédés de narration très ambigus. Et ici, donc, c'est en première personne. C'est le narrateur, c'est le secrétaire, donc ce jeune journaliste. Et on ne sait pas. Parce qu'il est tout le temps en train de faire des grandes protestations de « Oh, il faut absolument que je protège Neil de cette vie mondaine qui l'abîme. Il faut qu'il retrouve sa solitude et tout. » En même temps, il fait rien pour vraiment le protéger. Et évidemment, cette gloire retombe sur le jeune journaliste qui au départ était quand même un personnage de journaliste un peu ambitieux. Donc c'est quand même un narrateur ambigu et franchement à la fin du livre je ne savais qu'en penser, je ne savais. Et donc un autre roman que j'ai lu d'Henry James, Les Bostoniennes, tout aussi maléfique dans ses procédés de narration. Traduction de Jeanne Collin Le Mercier. Et La mort du lion, c'était qui ? Il faut pas que j'oublie de dire les traducteurs et les traductrices. Claude Bonnafont. Donc les Bostoniennes, très intéressant parce que ça se passe auprès des cercles féministes militants de Boston à la fin du 19e siècle. Dans les années 80, je crois. Et c'est un roman très ambigu. Parce que du coup, on a... je vais très rapidement faire le tour des personnages, parce qu'il faut quand même un peu les présenter. On a en gros une femme d'une trentaine d'années, célibataire, qui s'appelle Olive Chancellor, qui appartient à la haute bourgeoisie bostonienne et qui fait partie de ces mouvements féministes, qui se réunissent en cercle de discussion, etc. Et on a de l'autre côté un personnage d'homme dont j'ai évidemment oublié le nom. Évidemment. Bref, ce monsieur, c'est son cousin lointain. Et lui, il appartenait au camp des sudistes pendant la guerre de sécession. Et il a globalement tout perdu. Donc elle lui écrit parce qu'elle a le cœur sur la main. Elle lui dit ce serait cool qu'on se rencontre. Et ce jeune homme, justement, veut faire une carrière d'avocat à New York, donc il passe par Boston, il rencontre sa cousine, et là il va se passer des choses bizarres. Parce qu'ils vont rencontrer en même temps une jeune fille qui s'appelle Verena et qui a un don d'éloquence. Voilà. Et que ses parents traînent un peu d'un meeting à l'autre pour la faire parler. Alors son père est vaguement médium, donc il lui met les mains comme ça et tout ça. Olive Chancellor ne s'y trompe pas, elle sait que bon, c'est du bullshit, le truc du médium. Mais du coup, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que cette jeune Verena, qui a une espèce de cœur pur, mais un cœur pur sans conviction réellement ancrée, va être l'enjeu d'une espèce de lutte sourde entre Olive et son cousin, parce que Olive va littéralement la prendre sous son aile et la subjuguer, et vouloir en fait
l'a préparée à devenir la porte-parole du mouvement féministe américain. Donc pendant de nombreux mois, elle va parfaire son éducation, parce que Verena vient d'un milieu beaucoup plus modeste, et vraiment elle va la polir, etc., dans une espèce d'amitié amoureuse. Hein. Et ça, je pense que... Alors je connais pas en fait suffisamment bien ni Henry James, ni l'école littéraire de l'époque pour savoir si c'est vraiment du lesbianisme qui est suggéré. Mais il y a quand même une histoire passionnelle d'Olive envers Verena. Et donc notre cher sudiste est un beau misogyne, beau parleur, qui va vouloir arracher en fait, il va tomber amoureux de Verena, il va vouloir l'arracher à l'influence d'Olive. La relation Olive-Verena est vraiment une relation malsaine, hein. C'est une relation d'emprise terrible. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la construction des personnages, parce qu'il y a toute une galerie de personnages secondaires, c'est que c'est encore une fois très ambigu. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'avoir au départ des personnages de bas bleu, vieilles filles aigries, célibataires, usées à la corde par des décennies de militantisme décharné. Enfin, il y a un côté critique des militants, mais ça pourrait être n'importe quel militant, je pense. Est-ce que Henry James est féministe ou pas, ou anti-féministe? C'est très compliqué de le savoir avec ce roman. Parce qu'en fait, le personnage du cousin, là, dans son projet de convertir Verena à la cause du mariage traditionnel, est un peu grotesque aussi. Et d'ailleurs, la toute fin du roman est intéressante à cet égard. Mais je vais pas la spoiler, parce que justement, déjà que le roman était très ambigu, la toute fin du roman l'ambiguisant plus. Mais du coup, moi déjà j'étais intéressée, j'ai trouvé hyper intéressant ces cercles féministes des années 1880 à Boston. Je ne connaissais rien de cette histoire en fait. Je savais qu'il y avait eu des liens entre les luttes anti-esclavagistes au nord des États-Unis, en tout cas je parle des cercles blancs là, blancs, riches et cultivés, et le féminisme. Et notamment, il y a un personnage ici qui est une grande figure des luttes anti-esclavagistes, qui a aidé des esclaves à s'évader, etc. pendant la guerre de sécession, et qui est aussi une grande figure des luttes féministes. Voilà, ça c'était intéressant de voir cette convergence-là. Ensuite, j'ai lu La Tempête de Shakespeare. Ça, c'est une de mes lectures professionnelles pour préparer mon cours. Très honnêtement, je pense que j'attendrai d'avoir vraiment bossé dessus pour en parler plus, si j'en parle plus. Tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai lu dans la traduction de Pierre Léris. C'est une version bilingue. La traduction est étrange, je sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Comment elle est cotée sur le petit marché de la valeur de traduction, je n'en ai aucune idée. Et j'ai trouvé le personnage de Prospero hyper intéressant. Et j'avoue que j'ai été dès l'abord un petit peu influencée dans ma lecture, parce que mon élève m'a dit qu'il y avait, je sais pas si c'est des lectures post-coloniales, mais c'est un peu l'idée de cette pièce aujourd'hui, qui interprète le motif de la tempête, du naufrage sur une île pas tout à fait déserte, un peu en mode coloniser les gens, c'est pas terrible, et faire comme si leur mode de vie n'avait aucune valeur et qu'on pouvait les civiliser, c'est pas terrible non plus. Donc voilà, peut-être, j'en sais rien, il faudra que je me renseigne un peu plus. Continuons dans les lectures professionnelles. Donc j'ai lu Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Vendredi ou les limbes du Pacifique, pardon. Ce superbe lapsus va m'être tout à fait utile, puisque Michel Tournier, et c'est un cas assez rare finalement, a produit 2 réécritures de Robinson Crusoe. Vendredi ou la vie sauvage, qui est plutôt à destination d'un public enfantin, et Vendredi ou les limbes du Pacifique, qui est beaucoup plus philosophique et sexuel aussi, donc c'est peut-être moins pour les enfants. Donc du coup c'était moi la 3e version de Robinson Crusoe que je lisais, sachant que celle de Defoe je l'ai lue quand j'étais petite dans une version abrégée, donc ça compte pas vraiment.
Je me suis coltiné la moitié de la postface de Deleuze, qui est verbeuse au possible, mais qui m'a rappelé une chose fondamentale, qui est que toute la dimension sexuelle est absente, en fait, de la version de Defoe. Je sais pas si... je sais pas si c'est tout simplement parce que ça n'était pas dissible en littérature, parce que Defoe a quand même écrit Moll Flanders, qui est l'histoire de la vie d'une prostituée. Je sais pas. Mais en tout cas, donc on a ce cher Robinson avec ses rapports successifs à Lille qui sont informés, modelés par le fait qu'il n'y ait pas d'altérité humaine avec lui. Sauf quand Vendredi arrive, et justement quand Vendredi arrive, ça va changer beaucoup de choses. Mais c'est un livre à chaque fois qui me rend vraiment ultra triste. Déjà, c'est l'angoisse d'imaginer d'être à la place de Robinson tout seul comme ça. C'est encore plus l'angoisse quand il commence à devenir maître et possesseur de son île. Et à toute la domestiquer, à cultiver les plantes, à faire des élevages avec les animaux. Enfin, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse, son début de relation avec Vendredi qui se passe tout de suite sur le mode de la subordination. Ouais, je sais pas. Mais j'ai bien aimé cette version. Hein. En fait, ce que j'aime bien dans la langue de Tournier, c'est que c'est une langue extrêmement précise sur le plan technique. Notamment là le vocabulaire des bateaux et tout ça, j'étais assez estomaquée. Évidemment j'ai rien retenu, hein, mais quand Robinson essaie de construire un bateau à partir des ruines de la Virginia, il y a des passages qui sont vraiment très, très précis en fait. Et j'aime bien aussi ce côté un peu baroque et précieux de sa langue qui est toujours pleine de vocabulaire et de contorsions et de... Dans les vapeurs méphitiques où tournoyaient des nuages de moustiques se desserra peu à peu le cercle des poulpes, des vampires et des vautours qui l'obsédaient. Le temps et l'espace se dissolvaient, et un visage se dessina dans les ciels brouillés, bordé de frondaisons, qui était tout ce qu'il voyait. Il était couché dans une bercelonnette oscillante que surmontait un baldaquin de mousseline. Ses petites mains émergeaient seules des langes d'une blancheur liliale qui l'enveloppait de la tête aux pieds. Autour de lui, une rumeur de paroles et de bruits domestiques composait l'ambiance familière de la maison où il était né. Donc, ah oui, là, il me semble que c'est quand il descend dans la grotte et qu'il se retrouve comme un petit bébé dans le ventre de sa mère. Je sens la psychanalyse, hein, franchement. Donc, j'ai aussi lu des romans d'Agatha Christie. Celui-là, en fait, j'ai bugué. Il s'appelle La mystérieuse affaire de Stills. J'ai bugué pendant les 2 tiers du roman en me disant mais je l'ai déjà lu ou pas. Je l'avais pas noté sur Sens Critique, donc je me dis non. Parce qu'il ressemble beaucoup à un que j'ai lu l'an dernier, en fait. Mais en même temps, il n'était pas pareil, donc j'avais ce côté... Je pense comme quand on lit une réécriture, en fait, c'est la même chose, c'est pas la même chose. Ça adhérait mal, comme avec un papier calque un peu tremblé. Donc j'ai aussi lu l'Apologie de Socrate dans le cadre des cours que je donne. Et c'est marrant, je n'avais jamais lu l'Apologie de Socrate parce que, par contre, j'avais lu le Phédon. Parce que dans la chronologie, en fait, il y en a 3 des textes qui entourent la mort de Socrate dans l'œuvre de Platon. L'Apologie, c'est le procès. Le Phédon, c'est une réflexion sur la mort. Je crois que c'est quand il a vu la ciguë. Et il y a le Criton, mais le Criton, je sais plus ce que c'est. C'est dans la prison où il attend l'exécution. Il oppose à son ami Criton qui lui propose de fuir le verdict du philosophe. Mieux vaut affronter la mort plutôt que de contrevenir aux lois de la cité. Ok. Bah, c'était un texte hyper intéressant à étudier. Avec mon élève, on l'a vraiment décortiqué morceau par morceau parce que c'est une sorte d'art poétique où Platon, à travers Socrate, définit la philosophie dans ce dialogue. Et le rôle de philosophe dans la cité. Après, en fait, en parallèle, je lisais... j'ai pas lu en entier, mais j'ai commencé à lire
Hadot sur qu'est-ce que la philosophie antique. Et c'est un bouquin super intéressant parce que Hadot explique que davantage que la création de systèmes et de vérités cohérentes, comme dans la philosophie plus tard, la philosophie antique se caractérise plutôt par un mode de vie. C'est-à-dire que souvent, c'était des gens qui vivaient en communauté. Et c'était une pratique, une éthique de vie. Et donc vraiment le mode de vie notamment socratique qui consiste à jouer le temps en piquant un petit peu tout le monde, c'est un exemple à suivre. Et le but n'est pas forcément d'arriver à une vérité, mais bon ça, quand on a un peu lu Platon... Enfin, quand on a un peu lu le Platon de Socrate, et pas le Platon qui s'émancipe un peu de Socrate, on le comprend ça. Que le rôle du philosophe est de remettre en question les vérités socialement établies, etc. Mais c'est vraiment un texte qui est chouette pour commencer la philo avec une élève. Voilà. Et comment dire, c'est un texte qui rend triste, même plusieurs millénaires plus tard. C'est tellement injuste. C'est injuste. Les meilleurs partent les premiers. Ensuite, j'ai lu ce livre, j'ai été vraiment déçue. Chronique d'Asakusa de Yasunari Kawabata, dans une traduction de Suzanne Rosset. Alors j'ai été déçue, pas parce que j'aime pas la langue de Kawabata, parce que justement j'adore Kawabata. J'aime énormément, notamment mon préféré c'est Les Pissenlits, qui est très très beau. Et en fait, Chronique d'Asakusa, c'est un livre... Et c'est là qu'on pense, oui, les supports d'insertion ont une importance pour les textes littéraires, parce qu'ici, c'était littéralement un feuilleton journalistique. Donc ensuite, ça a été le premier ouvrage publié de Kawabata. Et en fait, c'est un feuilleton qui était dans un gros quotidien, enfin, pas un quotidien, je sais plus, mais dans un gros journal de l'époque. Et ça concerne évidemment le quartier d'Asakusa dans le Tokyo des années 30. Qui était un quartier un peu sulfureux, donc le quartier de la prostitution, du banditisme, des bars, de la fête, enfin voilà. Et du coup, c'est très morcelé et ça a plutôt une vertu comme un genre de guide touristique littéraire. En fait, je pense que vraiment, ça s'adressait à des Tokyoïtes. Ou peut-être à des Japonais plus largement, mais du coup, quand on maîtrise pas la référence... c'est pas... Ça m'a un peu produit la même impression que quand j'avais lu il y a quelques années un roman de Thomas Pynchon, qui était tellement ultra référencé, mais d'un bouillon culturel auquel je connaissais rien, que j'étais là. Par contre, ce qui était quand même assez beau là-dedans, c'est que d'une chronique à l'autre, on avait des espèces de personnages flottants qui revenaient pas, on comprenait jamais quel était trop leur rôle par rapport au narrateur, s'il y avait une continuité chronologique ou pas d'un fragment à l'autre. C'était assez vague, et ça j'ai bien aimé ce côté-là. Mais du coup, moi, je m'attendais à lire un roman de Kawabata, et c'est pas un roman, c'est une forme journalistique en fait, et feuilletonesque. J'ai aussi lu Histoire de ma mère de Yasushi Inoue, qui a l'air assez autobiographique. À un moment, il y a quelqu'un qui dit au narrateur « Hey Yasushi, blablabla ». Donc voilà. Et ça m'a fait penser, en fait, j'ai un doctorant dans mon labo qui est médecin et doctorant en littérature et qui travaille sur tous les récits contemporains sur Alzheimer, en fait. Tout le corpus de littérature qui traite, souvent écrit... Alors ça peut être de la fiction ou de l'autobio, mais c'est souvent écrit du point de vue de l'aidant. Et là, on est un peu devant ça dans l'histoire de ma mère, parce que la mère en question devient sénile peu à peu, perd la mémoire, et peu à peu, on a l'impression en fait que son présent, ça recule dans le temps. Elle devient jeune femme, puis adolescente, puis petite fille. Et c'est vraiment un très très beau texte qui se passe sur plusieurs années, parce que c'est un texte familial, c'est-à-dire que
cette mère est aimée par ses enfants, mais elle est aussi un fardeau matériel. C'est horrible ce que je viens de dire. C'est horrible, mais en fait c'est vrai. Parce que en gros, évidemment, elle ne va vivre dans ces années-là que chez ses filles. Et je suis un peu cruelle quand je dis évidemment, parce que l'explication c'est que c'est elle veut vivre avec ses filles. Et pour une raison ou pour une autre, c'est très difficile en fait de s'occuper d'elle. À un moment, c'est parce qu'elle sort toutes les nuits, elle se promène, enfin, elle se met un peu en danger. Et puis, elle a tendance à se mettre en colère. Enfin bref, c'est compliqué. Mais c'est écrit avec une immense tendresse. C'est très banal ce que je dis. Mais en fait, autour de moi, je ne connais personne qui ait vécu ça. Donc j'ai trouvé très intéressant en fait de le vivre par procuration. Et aussi toutes les questions que ça pose aux proches, c'est-à-dire quel est le mode de relation qu'on entretient avec une personne qui oublie tout ce qui est dans le présent immédiat, mais qui existe, qui ressent tout, qui est même parfois un peu consciente de ce qu'elle est en train de vivre. Et avec une personne en fait qui peut avoir des terreurs, qui peut du coup si elle vit dans le présent de son enfance, savoir rechercher des parents autour d'elle. Une personne qui peut vous oublier alors que vous êtes son enfant, enfin... Voilà, c'est un texte vraiment très beau là-dessus. Et pas niaisou du tout non plus. C'est-à-dire que vraiment le fait qu'à un moment, c'est compliqué entre les enfants de s'occuper de cette femme. Et c'est compliqué en fait pour les filles, notamment une qui va la garder plusieurs années, qui va la prendre en charge plusieurs années. C'est très dur. C'est très très dur. Elle maigrit beaucoup. Enfin, bref. Voilà, donc c'est sans complaisance, comme on lit. Donc un roman d'Edith Wharton que j'ai lu, Les dieux arrivent. Traduction de Jean Pavant. Et ça vient d'un vers de poésie, je crois, Les dieux arrivent. Je retrouve. Oui, c'est ça, c'est Emerson. Give all to love. Quoique tu l'aies aimé comme ton être même, comme un être de plus pure argile, quoique son départ obscurcisse le jour, dérobant la grâce à tout ce qui vit, sache de bon cœur, quand partent les demi-dieux, les dieux arrivent. C'est vraiment un roman qui m'a beaucoup ému. Un gros pavé. C'est encore une histoire d'écrivain. Ici, le jeune écrivain prodige qui a 20 ans, ou à peine plus, qui a publié un premier roman qui a eu beaucoup de succès, mais voilà, qui se cherche un peu parce qu'il est à la fois soumis à des effets de mode littéraire et en même temps il est travaillé par un espèce de talent. Une femme un peu plus âgée, Allo Tarente, qui va se faire à la fois sa muse et sa protectrice. Alors, au départ, j'étais un peu agacée parce que c'est le schéma traditionnel. Sachant qu'Allo veut divorcer, en fait, pour le suivre, que son mari lui refuse le divorce, donc, alors qu'elle vient d'une famille de la haute bourgeoisie, il me semble, new-yorkaise, elle part, en fait, elle défie un peu les conventions et tout ça. Mais ce que j'ai trouvé très beau dans ce bouquin, c'est que... Bah voilà, c'est ce qu'on appelle le female gaze. En tout cas, ce personnage de Halo, c'est pas juste une muse sacrificielle un peu fade, c'est vraiment un personnage à part entière, avec beaucoup de caractère, et même si elle se motive du sacrifice pour l'écrivain, qui est toujours ambigu, parce que Edith Wharton est une écrivaine, n'est-ce pas, et pas un écrivain. Mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on a un peu ce motif où, à un moment, donc le jeune écrivain va être attiré par une femme fatale, très brune et tout ça. Il va partir dans son sillage alors qu'il aime encore Halo, donc c'est compliqué, tout ça. Et ce roman
propose une fin heureuse. Et oui, les personnages peuvent changer, s'améliorer, les histoires d'amour peuvent connaître des aléas et se recomposer après et mûrir. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Parce que c'est rare dans la littérature. Voilà. J'ai aussi lu Temps difficile de Dickens avec une préface de Pierre Gascard qui, je crois, est écrivain. Parce qu'en fait, mais je dis peut-être une bêtise, il me semble que j'avais une fille dans ma promo de master qui travaillait sur Gascard. Bref. C'était peut-être pas celui-là, c'était peut-être un autre Gascard. Dickens, pour moi, c'était vraiment des lectures d'enfance, Oliver Twist, David Copperfield et tout ça. Et c'est vrai que je l'avais pas du tout relu depuis, et que j'avais même pas eu l'idée de le relire. Et je sais plus pourquoi je l'ai eu récemment, je crois que j'ai dû voir sur Sens Critique des éclaireurs en dire le plus grand bien. Donc Temps difficile, ça se passe à Coketown, une ville fictive qui évoque en fait toutes les villes minières de l'époque, de l'Angleterre en l'occurrence, mais bon... moi j'ai trouvé intéressant de le mettre en parallèle avec Germinal de Zola en fait, qui se passe aussi dans une ville minière, et ces villes qui étaient terribles parce qu'en fait tout était subordonné au travail et à la production de valeur, et on optimisait absolument tout et tout ça. Et c'est marrant parce que l'angle de Dickens est très différent de l'angle de Zola, même si dans les deux cas on est face à des romans engagés. Peut-être encore plus explicitement engagés chez Dickens, je sais pas. Mais les angles sont très différents parce que là où chez Zola on a une forme de réalisme social, de lyrisme au moment où les ouvriers se rebellent et tout ça. Chez Dickens on a au contraire un détour par l'humour qui est très fort. Un humour souvent très noir, proche de la satire en fait, et diablement efficace, et qui ne sacrifie rien en même temps à la subtilité psychologique, ce qui est intéressant. Et même les personnages très caricaturaux, des grands bourgeois qui dirigent en fait toutes les affaires de la ville, vont s'avérer plus subtils au fur et à mesure du roman. Voilà. C'est vraiment un très beau texte, Temps difficile. Alors par contre, vraiment la traduction du titre rend rien en français. C'est vraiment dommage. Traduction d'André Vaillant. Ah maintenant, c'était la préface Pierre Gascard, pas la traduction. Désolée. Lu pour un cours, enfin relu. Les 5 leçons sur la psychanalyse de Sigmund Freud. C'était horrible de lire ce texte. Ça m'a vraiment fait beaucoup de... Enfin, ému, pas dans le bon sens du terme. Alors la première leçon sur la psychanalyse est vraiment plutôt pas mal, et on retrouve en fait beaucoup de choses que j'ai pu lire par ailleurs sous la plume de psychiatres contemporains sur la mémoire traumatique et la dissociation. Bon ça ok, du coup je me dis c'est intéressant de voir qu'en fait les intuitions freudiennes recoupent des savoirs qui sont peut-être un peu plus prouvés aujourd'hui grâce aux neurosciences. En fait, j'en sais rien. Mais en fait, ensuite, toute la charge sexiste et homophobe dans la suite du texte, ça a été vraiment dur à me prendre en pleine face. Alors, il m'a été répondu sur Twitter quand j'en parlais. Oui, mais pour l'époque, c'était déjà pas mal, parce qu'en fait, pour Freud, les homosexuels ne sont pas des monstres, ils ne sont pas des gens qui pêchent. Enfin, il y a moins cette idée-là d'horreur sociale. Ce sont des malades. Donc ce sont en fait des gens qui ont été arrêtés dans leur développement. Et donc qui ont développé des perversions parce que normalement, ils sont restés à un stade infantile. Et donc ce prisme de la maladie permet d'en faire non des coupables mais des victimes. C'est vrai qu'il y a un petit progrès. On va plus les caillasser, on va les guérir. Mais bon, après ça donne les cures de conversion, quoi. C'est ça le problème. Et donc voilà, ça m'a... En fait, j'ai lu ça ado et je me dis... faut des gilets de sauvetage pour les jeunes à qui on fait étudier ça.
Ou alors faut pas le faire étudier. Mais c'est dangereux. C'est vraiment un texte dangereux. Parce que, faut-il rappeler que l'institution scolaire présente des œuvres et des textes comme légitimes, canoniques, et donc atteste la qualité de leur discours. Même s'il y a des paratonnerres dans le discours professoral, ça peut être dangereux. Donc encore pour mes cours, j'ai lu Huis clos de Sartre, que j'avais aussi... Enfin, c'était aussi une relecture. Et c'est marrant parce que j'avais noté sur Sens Critique il y a très longtemps et j'avais dû lui mettre 5 à l'époque. Et là, j'ai un peu rehaussé ma note. Je l'ai trouvé mieux que la première fois. Ce qui est marrant, c'est peut-être d'étudier le texte parce que du coup, on a étudié quelques extraits en mode lecture analytique pour montrer comment se construisait le discours, le regard des autres, blablabla. Bref, j'ai la flemme là, mon cerveau est mort. J'ai lu le recueil complet de Kiki Dimoula, Du peu du monde et autres poèmes. Dans la traduction de Martine Plateau-Zigounas, j'avais déjà beaucoup lu de poèmes de Kiki Dimoula, mais jamais le recueil en entier d'une traite. Et j'ai trouvé ça vraiment splendide. Enfin, il y a des poèmes que j'ai relus du coup, parce que je les lis souvent, notamment le premier, dont Oriane a fait une très belle lecture sur YouTube, qui s'appelle Je suis passée. Je marche et la nuit tombe, je décide et la nuit tombe, non, je ne suis pas triste. J'ai été curieuse et studieuse, je sais un peu de tout. Les noms des fleurs lorsqu'elles fanent, quand les mots verdissent et quand nous avons froid. Combien la serrure des sentiments tourne facilement avec n'importe quelle clé de l'oubli. Non, je ne suis pas triste, etc. Ce que j'ai trouvé intéressant en lisant ce recueil pour la première fois en entier d'une traite, c'est de me rendre... Enfin, il y avait des poèmes qui me plaisait énormément, mais très abstraitement. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, elle était tout le temps. C'est une grande mélancolique. Elle parle tout le temps du passage du temps et de la relativité du coup des sentiments, des émotions, la manière dont on porte comme des fantômes dans des strates de mémoire certaines personnes et tout. Mais elle le dit d'une manière qui est absolument sublime. Donc, comme d'habitude, c'est cette espèce de truisme sur la poésie qu'elle permet de renouveler les poncifs, de revitaliser le langage. Et parce que là, si je dis oui, le passage du temps, c'est tristou, parce que les relations passent, et la mémoire, et c'est nul dit comme ça, mais quand Kiki Dimoula le dit, ça déchire le cœur. Voilà, et j'ai aussi lu un essai, non, j'ai pas lu, enfin, j'ai aussi lu des extraits d'essais, je n'ai pas lu qu'un, mais un essai en entier quand même, donc le manifeste contre le travail du groupe Crisis, aux éditions Crise et Critique. Et donc le groupe Crisis, c'est un groupe de théoriciens allemands, même si maintenant il y en a un peu partout dans le monde, je crois, enfin je sais pas. En tout cas, on m'avait conseillé ce manifeste quand je suis allée aux rencontres Raisons Sensibles à Toulouse, en mai ou en juin, je ne sais plus. Et ironie du sort, à l'époque, j'avais pas pu acheter le bouquin parce qu'il y avait un problème avec la machine à carte bleue, là. Donc je l'ai acheté à Lorient, dans une petite librairie lorientaise que je visitais pour la première fois et qui est trop chouette et dont j'ai oublié le nom, mais on peut boire des tisanes délicieuses et faire de la céramique. Et qui a vraiment beaucoup de bouquins de sciences humaines et sociales assez engagés à gauche. Et donc ce fameux manifeste contre le travail, on me l'avait présenté comme une sorte de porte d'entrée dans les travaux du groupe Crisis. Et c'est vrai que c'est une très bonne porte d'entrée. Après, moi, je suis pas hyper sensible au ton manifestaire. En général, surtout quand je suis en période de rédaction de thèse, j'ai un côté rigide mentalement qui fait que je déteste l'imprécision, l'imprécation et tout ça. Mais la préface d'Alastair Emen, c'était vraiment génial. Et puis surtout, elle montrait comment ce texte, à la fin des années 90, c'était un peu prédictif, puisqu'ils avaient vu venir la crise de 2008 et ses causes, surtout.
Parce que c'est bien beau de prévoir des crises, mais là, ils avaient vraiment prévu tout l'enchaînement. C'était peut-être pas les seuls, hein, j'en sais rien. Je connais rien à l'économie, même si j'essaie de m'y intéresser depuis quelques temps. Et donc, globalement, le manifeste contre le travail, c'est une relecture de Marx en prenant une strasse de ses textes. Il me semble que c'est le Marx de la jeunesse, me disait mon copain, qui s'oppose violemment au travail en tant que concept. Vidé de sa substance par le capitalisme et par le fait que on le voit encore aujourd'hui dans les discours sociaux, dans des discours sociaux assez paradoxaux, où on est tout le temps en train de valoriser l'espèce de valeur travail sans jamais se demander ce qu'on fait avec le travail. C'est-à-dire que dans tous les métiers vraiment utiles, genre les métiers de la santé, de l'éducation, les métiers du soin, que ce soit aux enfants ou aux personnes âgées, on manque de gens. On a plein de bullshit jobs. Et du coup, ça me fait... Enfin, c'est pas que ça me faisait rire, mais ça recoupait pas mal de mes intuitions. J'explique super mal, hein, parce que je suis fatiguée, et qu'il est tard. Mais globalement, enfin... Mais ça, c'est mon vécu, mais depuis quelques années, j'étais un peu en colère parfois de me dire c'est pas juste. J'ai plein de métiers, je fais 3 ou 4 boulots à la fois, ça me rapporte pas un rond. Et à côté de ça, quand j'épluche les annonces, les petites annonces d'emploi là sur Indeed et tout ça, tout ce qui correspond à mon profil et qui me permettrait d'avoir un salaire correct, on va dire, c'est vraiment des métiers qui n'ont aucune valeur. Enfin, qui, comme ils disent dans le manifeste, qui sont voués à transformer 100 euros en 110 euros, mais qui n'apportent rien en fait à la société. Et c'est terriblement frustrant, tout ça. Oui, parce que l'idée en fait du manifeste contre le travail, c'est que le travail étant devenu une abstraction, l'idée c'est de faire travailler de plus en plus les gens pour créer en fait un peu plus d'argent à partir d'une certaine somme d'argent, et pas pour... Et on se pose jamais collectivement pour se demander en fait quelles sont les tâches qu'on a besoin de remplir dans cette société. Et là où je disais qu'il y a une espèce de contradiction qui est de plus en plus manifeste en fait dans les discours publics, c'est ce truc-là, il faut travailler plus, il faut travailler plus longtemps, il y a trop de gens qui ne travaillent pas, etc. Bon, voilà dont on nous rebat les oreilles. Et à côté de ça, on nous dit, c'est peut-être pas les mêmes qui nous le disent, c'est peut-être ça le piège, on nous dit il faudrait aller vers une forme de décroissance pour que notre planète existe encore dans 10 ans. Pas notre planète, mais nous sur cette planète. Donc en fait, la décroissance économique, consommer moins, produire moins, etc., normalement, dans tous les mondes possibles, ça veut dire qu'on travaille moins aussi. Ou alors qu'on réinvestit ces jeunes forces-vie dans les métiers du soin. Prendre soin les uns des autres, s'occuper des autres, éduquer les enfants dans de bonnes conditions, les soigner. Toutes ces petites utopies. Voilà. Donc forcément, le fond du manifeste m'a parlé, le ton un peu moins, parce que c'est un peu aussi ce problème des manifestes, c'est que comme ce qui est visé, c'est une forme d'efficacité rhétorique, bah souvent les choses sont peintes à gros traits, pas très subtiles, et du coup ça m'a juste donné envie d'aller lire d'autres publications du groupe Crisis, puisque ça, comme c'est le manifeste, la porte d'entrée, voilà, c'est aussi une invite à aller à creuser un peu. Et notamment, je suis très curieuse parce que au festival auquel j'étais allée là à Toulouse, ils ont pas mal parlé de Rosita Scholz, qui s'est inscrite en fait dans ce groupe Crisis, donc dans la critique de la valeur dissociation, mais en y apportant un angle féministe. Donc voilà. Bon, merci de m'avoir écouté. Je sais même pas si je vais poster cette vidéo tellement elle est longue et pas forcément ultra intéressante. Ah, je voulais, avant de... Voilà. Mes 2 prochaines lectures, je voulais en parler. Parce que ça, c'est mon ami Valentin en fait qui est venu quelques jours ici et qui m'a laissé prêter ces 2 bouquins-là qu'il a lus pendant son séjour. Boulder d'Eva Balthazar dans la traduction d'Annie Batz.
En fait, c'est son deuxième roman. C'est une autrice catalane. Et j'avais énormément aimé le premier, Permafrost, qui était assez éprouvant en même temps, parce que c'était un bouquin quand même sur... Enfin, une jeune femme lesbienne et dépressive, quoi. Donc c'était très éprouvant, mais c'était une écriture... J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais là je vais vous lire l'Incipit. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai juste lu l'Incipit. C'est quand même beau. Quilon, Chiloé. Une nuit il y a longtemps. 10 heures passées. Ni ciel, ni végétation, ni océan. Juste le vent, la main qui tout emporte. On doit être une douzaine de personnes. Dames. Les personnes dans un endroit pareil, à pareille heure, on peut bien les appeler des âmes. L'embarcadère est petit et en pente. L'île se livre à l'eau par blocs de béton où sont fixées les unes près des autres des bites d'amarrage. On dirait les têtes difformes des clous démesurés qui arriment ce qui est au fond de la mer. C'est tout. Le calme des insulaires me stupéfie. Ils sont assis épars sous la pluie, des paquets gros comme des malles à côté d'eux. Ils se couvrent de toiles plastiques résistantes au vent, ils mangent en silence, un thermos entre les jambes. Ils attendent. La pluie les percute, comme si elle les maudissait, coule le long de leurs bosses et forme des ruisseaux qui descendent vers la mer, une bouche immense, jamais lasse de recevoir et d'engloutir. C'est beau. Et il m'a aussi prêté, c'était dans l'an 1698 qu'advint dans la ville le fait mémorable de Maria Attanasio, dans une traduction d'Eugenia Fano. Et c'est une autrice du coup italienne, comme l'indique son nom. Ça vient d'être traduit, en 2022. Et il me semble... Ah oui, c'est paru en 94. C'est une chronique écrite à partir d'un fait aussi mémorable qu'oublié, conservé dans un vieux livre des archives de la ville de Caltagirone. Bon, je vais pas aller plus loin, mais en gros, ça fait partie de... Comment on appelle ça, un roman à partir des archives. Non, pas vraiment, parce que c'est quand même paru du coup à la base dans les années 90, au début des années 90. Aujourd'hui, dans la littérature contemporaine, on mettrait davantage en scène la découverte de l'archive, les questions que pose l'archive en termes d'interprétation. Ici, apparemment, on m'a dit Valentin, c'est vraiment fondu dans la trame romanesque, ce document d'archive. Mais bon, c'est une histoire de femme veuve qui va se mettre à porter des vêtements d'homme dans un certain contexte et tout. Voilà. Merci beaucoup.